Il fut béni par le dieu dragon d'eau scellé en lui et éveilla ses pouvoirs des années plus tard pour combattre le dieu de tous les dragons. Depuis très longtemps, l'île Rub Dayaka est le foyer des humains et des êtres spirituels. Alors que la plupart des esprits sont faibles et inoffensifs, certains possèdent un pouvoir divin et grâce à leur présence, l'île déborde toujours d'une énergie naturelle appelée l'énergie Lei. Les humains peuvent maîtriser l'énergie Lei pour combattre les esprits maléfiques et le père de Yukito, Hakoto, est le plus grand maître Lei de son époque. Cependant, un jour, un puissant être spirituel résidant dans le volcan devient soudainement fou, le faisant exploser. Tous les habitants des îles doivent évacuer, mais Makoto reste pour affronter le grand esprit, sacrifiant sa vie pour protéger son fils, Yukito, afin qu'il puisse accomplir son destin et devenir le plus grand maître Lei un jour. 11 ans plus tard, Yukito est un solitaire émotionnellement détaché qui a vécu dans un foyer d'accueil en ville pendant la dernière décennie. Le lendemain de sa cérémonie de remise des diplômes sur le continent, un fou nommé Sagawa Jingi, l'un des élèves de Makoto, vient à son école pour le chercher, mais Yukito l'évite du mieux qu'il peut. Ne voulant pas abandonner, Jingi lui prépare simplement un sac magique et l'emmène sur la deuxième île d'Ayaka. Il rappelle à Yukito, perplexe, qu'il a vécu ici jusqu'à l'âge de 5 ans, mais Yukito se souvient à peine de son enfance. Bientôt, ils sont accueillis par Momoko, la propriétaire de la maison familiale de Yukito, et Sanji, le maire d'Ayakashima et tuteur légal de Yukito. Momoko conduit tout le monde à la maison d'enfance de Yukito, où il découvre une photo de son père qu'il ne reconnaît même pas. Momoko lui dit que son père Makoto était un homme doté d'incroyables pouvoirs surnaturels, et tout le monde croit que Yukito a hérité des talents extraordinaires de son père. Yukito n'a aucune idée de tout cela et il demande pourquoi diable il a été soudainement fourré dans un sac magique et emmené sur cette île après toutes ces années d'abandon en foyer, et le maire répond que c'était la volonté de son père. Dans le testament, Makoto avait mentionné que s'il mourait, le jeune Yukito serait envoyé sur le continent, mais qu'il serait rappelé une fois adulte. Bientôt, Jingi lui montre sa chambre, mais soudain une bulle de savon flotte à l'intérieur par sa fenêtre. Jingi lui dit que c'est un esprit inoffensif appelé Metama et que Yukito en trouvera partout sur l'île. Ensuite, Jingi demande pourquoi Yukito agit comme un gamin émo et ne se rapproche pas des gens autour de lui. Yukito répond que, enfant, lui et les autres du foyer d'accueil sont allés pique-niquer au bord d'une rivière, mais un gamin là-bas a commencé à être méchant. Cela a rendu Yukito fou de rage et l'eau a vite tourbillonné autour de lui, et avant qu'il ne comprenne, la rivière avait attaqué l'enfant. Cela s'est reproduit plusieurs fois après cela, alors Yukito a commencé à garder ses distances avec les gens. Après avoir terminé son histoire triste, quand Yukito se retourne, il voit un Jingi ennuyé jouer à des jeux vidéo sur son téléphone, alors il quitte la maison en disant à Momoko qu'il va prendre l'air pour se rafraîchir les idées. Yukito essaie de se calmer, mais soudain, une goutte de Metama qui était juste derrière lui tombe dans la rivière et se transforme en un monstre effrayant. Avant que le monstre ne puisse posséder le cerveau de Yukito, Jingi utilise sa magie et le sauve. Il dit à Yukito que le Metama inoffensif peut devenir un Ayamatami s'il est attiré par l'aura sombre des gens. Soudain, le monstre apparaît, mais Jingi est prêt et avec une énorme explosion d'énergie magique, il détruit l'Ayamatami. Mais avant qu'il ne finisse de se vanter, le monstre reconstitue son corps et apparaît derrière Jingi. Cette fois, Jingi jette Yukito dans le ventre d'eau du monstre. Cela rend Yukito fou de rage et sa colère se transforme vite en un pouvoir magique qui fait éclater le ventre de l'Ayamitami. Étonné, Jingi réalise que Yukito possède une force brute et utilise vite sa magie pour sceller le monstre. Jingi dit à un Yukito abasourdi qu'il craint ses propres pouvoirs et que pour éviter des folies, il doit apprendre à les maîtriser. Jingi propose de devenir son maître et soudain, Yukito voit en lui une figure fraternelle qui l'a sauvé il y a 10 ans lorsque le volcan a éclaté sur Ahaka. Le lendemain, Jingi se réveille avec une gueule de bois brutale, l'air d'avoir été renversé par un camion. Il trébuche dehors et voit Yukito profondément concentré essayant de contrôler son énergie. Jingi lui dit de se concentrer davantage et de sentir son énergie Lei, mais Yukito le regarde de travers car il ne connaît absolument rien à l'énergie. Alors Jingi lui dit que l'énergie Lei est un pouvoir vital qui coule profondément dans la terre et qu'elle envoie des vagues massives sous l'île d'Ayaka. Les maîtres Lei comme eux puisent dans cette énergie pour garder les choses sous contrôle. Jingi demande à Yukito de lui montrer le sort qu'il lui a enseigné l'autre jour, mais Yukito finit par se ridiculiser en ne réussissant qu'à s'éclabousser le visage. Alors Jingi démontre son sort, et bientôt il crée une figure d'eau à son image et s'en vante auprès de Yukito. Puis il part et Yukito réalise que la personnalité de Jingi est peut-être portée sur la boisson, mais qu'il est très fort. Après un temps, Yukito se retrouve au sanctuaire de Kasen où deux petits subalternes, Chataro et Yako, se disputent pour savoir qui combattra l'actuel Eraminimus. Jingi leur arrache la demande de travail en disant qu'il entraînera Yukito avec. Plus tard, Jingi dit à Yukito que Yako et Shetoro ont son âge et qu'il peut être ami avec eux. Mais Yukito, qui n'a jamais eu d'amis, demande si c'est acceptable pour eux de parler à quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses pouvoirs.
Jingi répond qu'ils sont tous deux des maîtres Lei aussi, donc ils ne seraient pas dérangés par lui. Ensuite, Jingi lui dit que le sanctuaire de Keisen gère tous les incidents liés aux Mitami sur l'île, et que le grand prêtre de ce sanctuaire, Karui Haruaki, est son aîné. La demande de travail que Jingi leur a arrachée concerne un Mitami récemment apparu près du canal, et si un Mitami se corrompt, il devient un Aromatami, causant des problèmes sur l'île. Soudain, un Aromatami apparaît de l'eau et Jingi demande à Yukito de s'en occuper seul. Ayant dit cela, il s'enfuit et Yukito manque de fer dans son pantalon car ce stupide Jingi ne l'avait pas prévenu du monstre. Il court après Jingi et le monstre les attaque vite, les faisant tomber dans la rivière. Après avoir séché leurs vêtements, ils se cachent derrière une vallée pour observer la créature de loin, mais ils commencent vite à se disputer pour savoir qui combattra le monstre. Le tumulte a fait que le monstre les a trouvés et Jingi s'enfuit à nouveau comme une poule mouillée. Mais le monstre commence à le suivre. Alors Yukito chante son sort et bientôt une vague d'eau frappe le monstre, le faisant tomber au sol. Cela donne à Jingi une chance d'activer sa propre énergie yin-yang et bientôt il pique l'œil du monstre avec sa magie et le brise en morceaux. Après un temps, le monstre se transforme en une figure d'eau et Yukito lui rappelle qu'il était près du canal la nuit dernière, à boire et faire la fête avec ses amis, donc l'Ayamitami a dû naître après avoir absorbé l'humidité ambiante et est devenu un énorme monstre. Bientôt, la figure d'eau redevient un Ayamitami et Yukito réalise que le monstre suit Jingi car il l'a créé la nuit dernière. Le monstre attaque Jingi et avant que Yukito n'active son sort, maître Kuruma du sanctuaire de Keisen chante son sort et détruit l'Ayamitami. Kuruma dit à Jingi que c'est à cause de ses actions imprudentes et de sa consommation excessive d'alcool que le monstre est né. Kuruma prend Jingi et le fait tournoyer, disant qu'il a tellement grandi. Kuruma se présente et lui dit qu'il a étudié directement sous son père. Plus tard, Kuruma rend visite à Yukito chez lui et raconte à Dame Momoko les récentes actions de Jingi, les informant qu'il nettoie maintenant la rivière dans le cadre de sa punition. Puis, à table, Kuruma regarde affectueusement Yukito et lui dit qu'il n'a pas beaucoup changé. Un Yukito embarrassé le complimente pour ses magnifiques sorts et Kuruma l'informe que les Arumatami se déchaînent violemment parce qu'ils souffrent. C'est donc le travail des maîtres Lei de les apaiser afin qu'ils puissent coexister ensemble en tant que voisins. Le lendemain, Jingi emmène Yukito faire un tour dans un train aquatique qui roule sur l'eau. En voyant ces fascinants chemins de fer, Yukito saute comme un enfant et Jingi lui dit qu'il est exactement comme il y a 10 ans quand ils faisaient des tours ensemble dans ce train. Jingi lui dit qu'ici, les gens voyagent entre les îles via ce train. Bientôt, ils atteignent la première île qui a étrangement beaucoup de bâtiments et Jingi lui dit qu'elle est bien plus urbaine que la deuxième, avec même des pachinko, des salons et des casinos. Yukito demande si ce train fonctionne aussi grâce à la maîtrise Lei, alors Jingi lui dit que les voies ont été posées avec le pouvoir magique du Lei mais que le train est diesel et n'a qu'une seule ligne. Plus tard, ils arrivent tous chez le maire où le joyeux vieil homme demande si Yukito se sent étrange sur ces îles, ayant grandi sur le continent. Il demande à Yukito de ne pas précipiter les choses et de s'habituer à vivre en paix ici. Jingi demande au vieil homme de ne pas trop s'inquiéter et de ne pas ruiner sa santé, car il prend déjà bien soin de Yukito. En entendant cela, le maire répond que le turbulent Jingi s'occupant de Yukito est sa plus grande source d'inquiétude. Bientôt, Yukito lui dit qu'il s'est amusé à venir sur la première île avec le Marineliner, alors le maire demande à Jingi de faire visiter la première île à Yukito, devenu un lieu touristique célèbre. Mais Jingi n'est pas très heureux d'être le guide de Yukito car il est venu s'amuser dans les casinos et pachinko, mais il accepte de lui faire visiter. Ils commencent à se promener sur l'île, qui a beaucoup de stands et tant de monde. Jingi lui dit que de nos jours, la première île est un centre pour la gastronomie et la musique, mais soudain, il disparaît. Quand Yukito regarde autour de lui, il voit un Jingi se battre avec un vieil homme au stand de viande barbecue. Quand Yukito accourt voir ce qui se passe, Jingi se plaint que le vieux schnock ne veut pas lui donner son morceau de viande préféré. Le vieil homme essaie de le raisonner, disant que son morceau préféré est épuisé, car un client a déjà commandé le dernier. Mais Jingi continue de se disputer avec lui, alors Yukito intervient et achète un tas de brochettes pour mettre fin à la dispute, car il sait que Jingi est une tête de mule. Après avoir mangé, il recommence à visiter, mais Jingi semble de mauvaise humeur. Jingi boude parce que cet endroit vend les meilleures cuisses grillées, et il va se plaindre à son ami Maki du mauvais traitement sur la première île. En entendant cela, Yukito réalise que Jingi a vraiment beaucoup d'amis partout dans cet endroit. Soudain, Yukito est distrait par un artiste de rue et Jingi disparaît. Yukito essaie de le trouver, mais il voit que le ballon de l'artiste s'est transformé en quelque chose de sinistre. Avant que le clown confus ne touche le ballon, Yukito lui saute dessus et le sauve du ballon Ayamitami. Bientôt, les gens commencent à courir de peur et Yukito réalise que sans l'aide de Jingi, il devrait s'occuper du Mitami seul. Il se dit que cet Ayamitami est plus petit que ce qu'il a vu auparavant, donc il peut l'apaiser. Il chante son sort, mais l'Ayamitami devient fou et jette du feu sur Yukito.
Mais avant qu'il ne le frappe, un roux parvient à tirer sur le Mitami. Yukito réalise que quelque chose cloche dans la façon dont cet homme essaie d'apaiser le monstre et soudain, il remarque une arme à feu à la main. L'étrange roux le regarde et lui demande s'il est le célèbre Yukito, et Yukito est surpris que l'étrange garçon le connaisse déjà. Après un temps, le roux se présente comme Ibuki et Yukito se souvient que la mère Momoko lui avait parlé d'Ibuki. Ibuki dit à Yukito qu'il ressemble à une crevette et qu'il ressemble à peine à son grand maître Makoto. Il apprend qu'Ibuki avait étudié sous son père il y a 10 ans et qu'il utilise maintenant des balles magiques spéciales pour contrôler les Arumatami. Après avoir marché un temps, ils arrivent devant un immense bâtiment et Ibuki l'emmène à un bureau nommé Gao où il travaille. Dès que Yukito entre, il tombe sur un immense bar luxueux et il voit de manière inattendue Jingi habillé en barman. Un Yukito en colère demande où diable était Jingi tout ce temps et il répond nonchalamment qu'il est venu chez Go pour se plaindre à Maki. Mais il est parti pour du travail, alors il a décidé de rester ici et de remplir son ventre toujours vide. Yukito le fusille du regard, disant que Jingi n'a fait aucun effort pour le chercher et qu'à cause de lui, il a eu des problèmes avec un Aramatami dans les rues. Bientôt, Ibuki intervient, offre une boisson à Yukito et demande à Jingi d'en faire une pour lui aussi. Jingi apprend d'eux qu'un Aramatami est apparu dans la zone touristique et Ibuki répond que cela arrive souvent. Ensuite, Yukito demande curieusement à Ibuki quelle technique il utilise pour apaiser le Mitami, ayant remarqué qu'elle est très différente de celle de Jingi et Kurama. Il ajoute que lorsque Kurama utilisait son sort, le Mitami semblait si heureux d'être restauré, mais juste maintenant, quand Ibuki a utilisé son arme, Yukito ne sentait plus la présence de l'Arumatami. Cela frustre un peu Ibuki et il répond qu'il tue les Matami et ne les apaise pas. Il explique que son maître Makoto apaisait les Mitami en les purifiant et en les renvoyant à l'énergie Lei. Jingi et Kurama utilisent de la même technique d'équilibre pour créer l'harmonie, mais lui les tue. Donc il ne reste aucune trace du Mitami. Quand Yukito demande pourquoi il les a tués, Ibuki répond que c'est parce qu'il tue des humains et comme il y a beaucoup de touristes sur la première île, il est important de les neutraliser dès que possible pour assurer leur sécurité. Quand Yukito soutient que Kurama parvient à apaiser les Mitami et à sauver les gens aussi, Ibuki ricane amèrement et répond que Kurama ne se soucie que de l'harmonie de l'énergie Lei et non des gens. Il ne se soucie de rien d'autre que de suivre les enseignements de leur maître décédé. Ibuki explique qu'il n'a jamais cherché à purifier les Arumatami, car même après avoir changé de forme, ces créatures peuvent nuire aux humains, alors il les tuera toutes. Yukito se lève en colère et déclare qu'il ne permettra pas à Ibuki de faire cela, et Ibuki répond qu'il ne se soucie pas de ses éthiques et valeurs inutiles. Soudain, une fille aux cheveux violets nommée Ebara entre dans le bar et dit à Ibuki que leur patron Makita a trouvé la cible. Quand Yukito demande si un nouvel Arumatami est apparu, Ibuki répond que c'est le corps principal de celui qu'ils ont tué. Il explique que typiquement, un Arumatami a un noyau qui ressemble à un globe oculaire, mais celui qu'ils ont tué n'avait ni pupille ni iris, donc en gros, c'était une petite partie détachée d'un plus grand Arumatami, et le corps principal est ailleurs. Jingi propose d'accompagner Ibuki, mais il lui demande d'emmener Yukito et de rentrer. Et avant de partir, il dit à Yukito que s'il souhaite savoir autre chose, le bar lui est toujours ouvert. En rentrant chez lui, Jingi dit à Yukito qu'Ibuki fait partie d'une société de sécurité appelée Ayaka Security, fondée par Ibuki. Officiellement, c'est une société de sécurité, mais en réalité, ce sont des exterminateurs d'Arumatami. Yukito est sidéré d'entendre que Jingi pense qu'Ibuki fait un excellent travail car l'île a tant d'étrangers, ce qui a perturbé l'énergie Lei de la première île. Il dit à Yukito qu'une barrière était érigée autour de la zone touristique quelques fois par an, mais certains s'y faufilent, et remercier Ibuki et son équipe pour leur travail acharné ne ferait de mal à personne. Quand Jingi remarque que Yukito est perdu dans ses pensées, il lui dit que les Mitami et Ura Mitami ne peuvent être mesurés selon les standards humains. Quand Yukito demande ce que Kurama pense des méthodes d'Ibuki, Jingi répond qu'il ne les aime pas et avertit Yukito de ne jamais mentionner Kurama et Ibuki l'un devant l'autre parce qu'ils ne s'entendent pas du tout. Soudain, il se souvient qu'il a oublié de récupérer son argent auprès d'Ibuki et s'enfuit, laissant Yukito se demander comment diable il a pu se retrouver avec quelqu'un d'aussi irresponsable que Jingi. En marchant vers les lignes maritimes, Yukito entend à nouveau une agitation et il court rapidement vers la zone et dépasse les gardes, disant qu'il est aussi un maître Lei et qu'il peut les aider avec l'Urumatami. Bientôt, il se retrouve face à face avec un énorme monstre doté d'un œil, et tout comme Ibuki l'avait dit, ce monstre est le corps principal. Yukito rassemble ses forces et chante le sort, et soudain, une vague d'eau attaque le monstre. Des cris et des hurlements à glacer le sang sortent de sa bouche, mais le monstre se prépare à attaquer Yukito à nouveau. Cependant, un groupe de tireurs d'élite et de snipers attaque vite le monstre, et Jingi plaque rapidement Yukito contre le mur, lui demandant pourquoi il essayait d'agir comme un Batman seul. Le garde leur dit de reculer, affirmant qu'ils s'en occuperont à leur manière.
Bientôt, le garde dit à Ibuki qu'ils sont à court de balles et Jingi demande à Ibuki s'il utilisera à nouveau la magie noire. Ibuki dit à Yukito que c'est ainsi qu'il gère ses monstres et il active vite son énergie puissante et soudain son bras devient monstrueusement grand et volumineux. Jinji dit à Yukito qu'Ibuki utilise sa magie noire pour absorber l'énergie du monstre et que cela est contraire aux lois de la maîtrise Lei. Bientôt, le monstre saute devant Ibuki, mais il lui écrase cruellement le visage et arrache le noyau de son corps. Puis il écrase le noyau pour en boire le jus et Yukito manque de s'étouffer à cette vue. Le lendemain, Jingi emmène Yukito sur la 3e île et Yukito réalise que la 3e est encore moins développée que la 2e île. Quand Yukito demande si Jingi visite souvent cette île, Jingi nie, disant qu'il l'a amené ici parce qu'il voulait voir Kuruma. Cette île n'a rien d'autre que des forêts et des sanctuaires, donc Jingi ne vient ici que pour les festivals. Quand Jingi dit que seul Kuruma et ses étudiants idiots utilisent cette île régulièrement, Yukito demande avec hésitation s'il peut devenir ami avec eux. En entendant cela, Jingi sourit et l'assure qu'il peut être ami avec eux si cela se passe bien. Soudain, ils entendent les 2 étudiants idiots les appeler à entrer dans le sanctuaire. Ils les accueillent à l'île sur la 3e île et les informent que leur maître leur a demandé de rencontrer Yukito et Jingi. En montant la montagne, Fukuake demande à Yukito s'il s'est habitué à la vie sur l'île d'Ayaka et Yukito répond qu'il est encore déconcerté par beaucoup de choses comme les Metama et le Marine Liner, mais que tout le monde sur cette île est gentil avec lui. Tous ceux qu'il rencontre lui sourient et même s'il connaît à peine l'endroit, tout le monde est très accueillant envers lui. Bientôt, ils atteignent le sanctuaire de Kaizen et Yukito convient que cette île est très différente de la première et de la 2e. Les amis expliquent enfin que le sanctuaire de Kaizen est dédié aux dieux dragons opposés de l'eau et du feu. Quand Yukito s'enquiert des dragons, ils lui disent que depuis les temps anciens, les 2 dragons ont vécu sur la 4e île. Mais des catastrophes survenaient chaque fois que l'un se déchaînait, alors le sanctuaire fut construit pour les apaiser. Fukuake lui dit que l'histoire du dragon est vraie, car un dragon s'est déchaîné quand ils étaient enfants, ce qui a provoqué l'éruption du volcan, détruisant complètement la première île. Il pointe aussi vers une île stérile et dit que le dragon de feu s'est déchaîné sur la 4e île et qu'un lac de cratère aurait été laissé après que le dragon d'eau l'ait apaisé. En entendant le mot dragon, Yukito est assailli de flashs du passé, mais il revient soudainement au présent en réalisant que le trio l'a laissé seul. Très vite, Jinji recommence à se comporter comme un gamin, affirmant qu'il est en mort de fatigue et qu'il a besoin d'un verre pour soigner sa gueule de bois. Les garçons les traitent au fait de vieux schnock, mais Jinji attrape les 2 amis et leur demande de l'accompagner pour boire et admirer les fleurs de pêcher ensemble, mais dès qu'ils commencent à marcher, ils glissent et tombent lourdement dans la boue. Pendant ce temps, Kuruma s'approche de Yukito, lui souhaite la bienvenue au sanctuaire de Kaizen et l'emmène voir les archives du lieu sacré. Il offre à Yukito des bonbons à l'orange et part ensuite à la recherche de quelques manjus sucrés. Puis Kuruma demande pourquoi Yukito voulait le rencontrer et Yukito répond que l'autre jour, il a croisé Ibuki et l'a vu exercer un aromatami, mais qu'il a utilisé des balles au lieu d'un sort magique quelconque. Après avoir écouté Yukito, Kuruma commente que cela a dû être une expérience terrifiante pour lui. Quand Yukito demande pourquoi Ibuki et ses méthodes sont différentes, Kuruma l'interroge sur sa connaissance de l'énergie Lei. Après avoir entendu ses réponses, Kuruma déclare qu'il prendra la place de Jingi et aidera Yukito à en apprendre davantage. Puis Kuruma emmène Yukito sur le balcon et lui montre du doigt les 3 autres îles. Il demande à Yukito de se concentrer et de ressentir le grand courant d'énergie Lei qui circule sous les îles Ayaka. Bientôt, Yukito commence à percevoir une étrange poussée d'énergie provenant des sanctuaires historiques, des forêts et des rochers. Puis il demande à Yukito d'essayer de diriger ses pensées plus profondément pour voir le courant principal d'où les maîtres Lei empruntent leur pouvoir et l'utilisent Barnade pour tisser des sorts. Bientôt, Yukito est vibrant d'excitation et dit à Kuruma qu'il a vu un énorme courant scintiller profondément dans la terre. Il regarde un matama et explique que ces créatures sont des bulles produites par cette énergie Lei et peuvent se transformer en aromatami si elles sont corrompues. Ainsi, en tant que maître Lei, leur mission est de les purifier et de les ramener à leur courant originel. Quand Yukito lui dit qu'Ibuki a mangé un matama, Kuruma répond que consommer un aromatami signifie se corrompre soi-même, donc Ibuki est lentement en train de devenir un aromatami. Plus tard, Kuruma interroge Jingi sur le bien-être d'Ibuki et Jingi répond qu'il n'a pas l'air très bien. Son corps montre clairement les effets néfastes d'avoir mangé un aromatami. Quand Kuruma traite Ibuki de fou qui se sacrifie, Jingi répond que c'est parce qu'il ne souhaite plus jamais voir personne mourir. Alors Kuruma demande à Jingi d'enseigner correctement à Yukito afin qu'il n'ait pas à venir le voir pour l'énergie Lei et Ibuki. Quand Jingi répond qu'il ne semble pas fait pour être un professeur, Kuruma n'est pas d'accord, disant que Yukito admire silencieusement Jingi et quelque part au fond de ses souvenirs, il veille sur Jingi qui l'a sauvé par le passé. Pendant ce temps, les 2 élèves de Kuruma l'emmènent dans un jardin de cerisiers en fleurs et déclarent qu'ils souhaitent devenir ses amis. Au début, Yukito est fou de joie d'entendre cela, mais soudain, ces horribles flashs du passé envahissent son esprit et son sourire se transforme en un triste soupir.
Quand les garçons lui demandent s'il souhaite rejoindre leur maître et s'entraîner sous sa tutelle, Yukito répond qu'il s'entraîne déjà avec Jingi. Les garçons soufflent et rétorquent que Jingi est un professeur inutile et que Yukito ne devrait pas gâcher son potentiel en s'entraînant avec lui. Ils emmènent Yukito sur leur terrain d'entraînement et lui disent qu'ils souhaitent tester ses capacités. Bientôt, le ringard Fukawake pose une graine sur le sol et chante son sort, et la graine germe rapidement en une petite plante. Bientôt, l'autre ringard plante aussi son arbre à l'aide de la magie, mais le sien est à peine plus grand que celui de Fukawake. Bientôt, ils commencent pas tous les deux à se disputer pour savoir qui a le plus d'énergie et qui a le mieux performé, laissant Yukito jouer les intermédiaires. Avec beaucoup de difficultés, Yukito parvient à empêcher les deux idiots de se déchirer mutuellement. Pour les distraire, Yukito leur demande à tous les deux de lui expliquer le sort afin qu'ils puissent mieux apprendre. Alors ils affichent en tous deux une expression fière et lui disent de concentrer son énergie lei, et pour un meilleur entraînement, Yukito devrait rejoindre leur maître. Ils guident Yukito pour calmer son esprit, libérer son corps et diriger le pouvoir dans la graine pour la faire germer. Yukito comprend à peine les instructions, mais comme Kuruma lui avait déjà expliqué le flux d'énergie lei, il décide de tester cela sur la graine. Les deux idiots pensent qu'un amateur comme Yukito pourra à peine faire germer la graine. Mais à leur grande stupéfaction, dès que Yukito concentre son énergie, la graine se transforme en plante et soudain, elle commence à devenir un immense pêcher. Les branches s'étendent dans toutes les directions avec des pêches mûres partout sur l'arbre et les racines commencent à s'enfoncer plus profondément dans le sol. Les deux enfants lui crient de contrôler son pouvoir, sinon il finira par ruiner leur terrain d'entraînement. Mais Yukito n'a aucun contrôle sur son énorme flux d'énergie. D'autre part, Jingi observe les enfants jouer, saute de la branche de l'arbre et leur demande de solliciter l'aide des anciens chaque fois que nécessaire. Jingi se tient derrière Yukito et lui explique que pour contrôler l'énergie lei, il doit se concentrer sur l'harmonie. Il lui demande de ne pas utiliser son pouvoir s'il n'en a aucun contrôle. Il demande à Yukito de chanter les sorts avec lui et bientôt l'arbre cesse de grandir et retrouve sa forme originale. Yukito remercie Jingi de l'avoir encouragé et aidé avec les sorts. Ensuite, Yukito s'excuse auprès des deux amis de les avoir effrayés avec ses pouvoirs. Après s'être remis sur pied, les deux amis éclatent en éloges pour l'incroyable démonstration de lei de Yukito et lui disent qu'il est incroyablement puissant. Quand Yukito demande nerveusement s'ils n'ont pas peur de lui, ils répondent que non et qu'ils veulent qu'il étudie avec eux. Yukito est content que les garçons n'aient pas peur de lui, mais il décline poliment leur offre d'étudier ensemble car il veut que Jingi soit son professeur. Yukito faisait de son mieux pour apprendre les sorts par cœur, mais parfois il finissait par les oublier. Jingi continue de l'aider et il s'entraîne pour aider Yukito à contrôler cette folle explosion d'énergie. Il aide Yukito à apprendre à contrôler l'énergie afin qu'elle ne circule pas librement et demande à Yukito d'inverser la position de son sort, puis il saute dessus. Cela aidera Yukito à équilibrer les sorts lourds et à utiliser au mieux son pouvoir. Cependant, un tremblement de terre frappe soudainement l'île, distrayant Yukito et bientôt Jingi était étendu sur le sol. Jingi lui dit que s'il se laisse distraire par un petit tremblement de terre, cela signifie qu'il a encore besoin de beaucoup d'entraînement. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, un autre tremblement de terre frappe à nouveau l'île d'Ayaka. Momoko lui explique qu'Ayaka est une île volcanique, donc elle est constamment touchée par des séismes. Quand Yukito demande nerveusement s'ils n'en ont pas peur, elle répond qu'Ayaka est leur foyer et qu'ils ont suffisamment de trousses de premier secours et de casques pour évacuer, donc Yukito n'a pas à s'inquiéter de cela. Bientôt, Jingi arrive en courant et demande à Momoko s'il y a eu un autre tremblement de terre à l'instant, et quand Momoko acquiesce, il lui demande de l'argent pour ses boissons. Quand Yukito demande pourquoi diable il a besoin d'argent quand un tremblement de terre frappe, Jingi répond qu'aujourd'hui ils visitent la tombe de leur maître. Ils se rendent tous deux à la tombe de Makoto et Jingi chasse les Matama et demande à Yukito de l'aider à nettoyer la tombe. Il verse de l'eau sur la pierre tombale, plante quelques jeunes pousses et brûle des bâtons d'encens. Yukito demande pourquoi il visite la tombe après le tremblement de terre et il apprend d'un groupe de personnes âgées que le dragon a dû être en colère la nuit dernière. Ils doivent donc prier Makoto pour protéger l'île. Bientôt, Jingi demande à Yukito de s'asseoir à côté de lui et lui offre un verre, mais il refuse car il n'a pas encore l'âge légal pour boire. Le vieil homme là-bas répond que cela fait plus de 10 ans et qu'il n'aurait pas survécu à l'éruption majeure si Makoto ne les avait pas sauvés. Quand Yukito demande curieusement ce que son père a fait il y a 10 ans, la vieille femme réprimande Jingi de ne pas avoir parlé de son père à Yukito. Alors Jingi avale sa boisson et demande à Yukito s'il a entendu parler des deux dragons de la région d'Ayaka. Yukito répond qu'il a entendu parler des dragons de feu et d'eau. Alors Jingi lui explique que les tremblements de terre ici sont causés par le dragon de feu, qui est un courant majeur d'énergie lei infusée d'énergie de feu. De plus, les volcans sous l'île sont plus actifs maintenant car il est devenu trop puissant. Il y a 15 ans, le lac de la 4e île s'est complètement asséché. En plus de cela, le dragon d'eau a également disparu, ce qui a provoqué une rupture d'équilibre entre le feu et l'eau, donc à moins que les choses ne redeviennent normales, il est possible que la 4e île entre à nouveau en éruption. C'est Maître Makoto qui a accompli le rituel d'apaisement du dragon et a supprimé le pouvoir du dragon de feu, cette force déchaînée de la nature, et cela tout seul.
L'île est en paix depuis plus d'une décennie grâce au rituel de Makoto. La vieille femme dit à Yukito que l'île doit beaucoup à son père décédé et qu'il est comme un dieu vivant pour eux. En entendant cela, Yukito rend hommage à son père, disant qu'il ne le connaissait pas vraiment beaucoup, mais qu'il était sûr que c'était une personne formidable. Après un certain temps, Yukito et Jingi remarquent des barreaux aux cheveux violets de la sécurité d'Ayaka, mais elle part sans les saluer en retour. Alors Jingi emmène Yukito à une autre tombe et lui dit qu'aujourd'hui est aussi l'anniversaire de la mort des parents d'Eibaro, et soudain, Yukito remarque un trousseau de clés avec un joli porte-clés par terre à côté de la tombe. Dans l'après-midi, ils visitent tous deux la première île car Yukito veut rendre le porte-clés à Ibara. Bientôt, ils rencontrent à nouveau les élèves de Kuruma, Yako et Shitaharo, et Jingi mélange encore leurs noms. Jingi demande pourquoi ils sont sur la première île et ils répondent tous deux que le tremblement de terre de ce matin a perturbé l'énergie ley des îles, alors leur maître Kuruma leur a demandé de vérifier les villes. Yako et Shitaharo leur disent qu'ils n'ont rencontré aucun problème, mais qu'ils patrouilleront toute la zone car leur maître leur a donné des instructions. Quand le duo apprend que Jingi et Yukito sont en route pour Ibara, ils deviennent soudainement nerveux et leur disent au revoir, affirmant qu'ils se reverront une fois la patrouille terminée. Quand Yukito demande s'ils ne vont pas rendre visite à Ibara avec eux, ils lui disent avec hésitation qu'ils ne peuvent pas car les choses entre la sécurité d'Ayaka et leur maître ne vont pas bien. Bientôt, ils arrivent chez Ibuki et le saluent, disant qu'ils sont venus livrer un objet perdu. Ibuki leur dit de le signaler à son assistant Makita, et avant de partir, il demande à Yukito de prendre soin de lui, car les choses pourraient devenir difficiles aujourd'hui. Après un certain temps, ils parlent à Makita d'avoir contrarié Ibara parce qu'ils faisaient la fête près de la tombe. Alors Makita le rassure en disant que sur l'île d'Ayaka, ils envoient leurs morts avec le sourire, mais cela dépend de la façon dont ils sont morts, et c'est toujours difficile pour Ibara. Quand Yukito demande ce qui est arrivé à ses parents, Makita répond qu'il y a quelques années, un matama de l'ère du feu est devenu assez grand pour brûler une maison. Ibuki s'en est occupé, mais il n'a pas pu sauver tout le monde. Makita lui dit que la vie des gens et les actions des matamas sont déterminées par le flux d'énergie, il est donc important d'accepter tout cela. Mais beaucoup de gens ne sont pas prêts à accepter la nature de l'île d'Ayaka, alors ils expriment leur frustration en tuant les aromatami. Sentant que l'atmosphère s'assombrit avec leur conversation, Jingi essaie d'alléger l'ambiance pour Yukito. Bientôt, Makita réalise qu'il a vraiment accablé Yukito de ses pensées et il s'excuse auprès de lui. Quand Yukito donne le porte-clés à Makita, il lui demande de le livrer lui-même à Ibara. Bientôt, Ibara arrive au magasin et Yukito lui donne les clés. Makita lui demande de remercier Yukito et elle le remercie avec hésitation, disant qu'elle aurait été en difficulté sans ses clés. Yukito lui dit qu'il s'est aussi excusé auprès de ses parents pour avoir fait la fête à l'anniversaire de leur mort. Soudain, le sol recommence à trembler et Jingi annonce que cette fois, c'est un aromatami avec beaucoup d'énergie de feu et Ibara s'enfuit rapidement. Makita leur dit avec inquiétude qu'Ibara agit imprudemment chaque fois qu'un aromatami de feu apparaît. En entendant cela, Jingi et Yukito se précipitent au Shitoku Sotfunami dehors pour chercher Ibara, alors que le feu se propage rapidement, consumant tout sur son passage. Jingi déchaîne rapidement un torrent de magie de l'eau, éteignant les flammes et sauvant une jeune fille prise dans le chaos. Sa concentration s'aiguise alors qu'il fait signe à Yukito, l'exhortant silencieusement à chercher Ibara au milieu de la fumée et de la destruction. La police commence rapidement à prendre le contrôle de la scène chaotique, repoussant la foule et sécurisant la zone. Pendant ce temps, Ibara court à toute vitesse, chantant ses sorts avec détermination, tandis que Yukito la suit de près. Sa concentration est d'une netteté extrême lorsqu'elle aperçoit un aromatami attaquant deux enfants terrifiés. Sans hésitation, elle bondit devant la créature, protégeant les enfants de tout danger. Elle leur fait signe de s'enfuir aussi vite que possible. Sans perdre de temps, Ibara charge l'aromatami, ses sorts prêts. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, l'aromatami riposte avec une explosion enflammée qui la touche, la forçant à reculer. La douleur la transperce, mais elle refuse d'abandonner. En chantant un autre sort, elle parvient à esquiver la prochaine attaque. À cet instant, les souvenirs des derniers instants de ses parents traversent son esprit. Elle revoit l'aromatami de feu qui leur a ôté la vie et une rage écrasante monte en elle. Alimentée par la colère et le chagrin, elle se jette sur l'aromatami avec tout ce qu'elle a, déchaînant une attaque féroce. L'aromatami riposte avec une énorme boule de feu visant directement Ibara. Juste au moment où cela semble inévitable, Yukito intervient, créant un bouclier protecteur autour d'elle. Yukito demande immédiatement à Ibara si elle va bien, mais soudain, l'aromatami commence à attaquer la barrière d'eau de Yukito. Il profite de l'occasion pour ouvrir les jets d'eau afin d'éteindre le feu de l'aromatami, mais après un certain temps, le monstre hideux utilise plus de feu pour prendre le contrôle des faibles sorts d'eau de Yukito. Bientôt, Yako et Chitaro courent vers eux demandant s'ils vont bien. Bientôt, un aromatami de feu devient berserk et commence à faire tourbillonner un anneau de feu autour de la barrière de Yukito. Yukito supplie les autres de s'enfuir, mais Ibara ne court nulle part car elle sait que si elle s'échappe, l'aromatami les poursuivra et les habitants de la ville seront pris entre deux feux. Ibara bondit dans les airs de toutes ses forces.
frappant son poing de fer au visage de l'Aromatami. La force de son attaque résonne sur le champ de bataille, étourdissant le démon un instant. Elle évalue rapidement le chaos autour d'elle et appelle les autres, les exhortant à la soutenir et à rester à l'écart des flammes qui se propagent. Elle sait qu'elle ne peut pas se permettre d'être prise au dépourvu. Yukito s'avance, canalisant son charme pour prêter à Ibara la force dont elle a besoin. Une vague d'énergie le traverse et bientôt, une puissante vague d'eau s'abat sur l'Aromatami, tentant de l'affaiblir. Mais le démon se débarrasse de l'attaque et se relève, rugissant avec une fureur renouvelée. Réalisant qu'ils ont besoin de plus de puissance, Yukito se tourne vers Yako et Chitaro, les exhortant à combiner leurs forces avec la sienne. Cependant, les deux insistent pour combattre aux côtés de Yukito et Ibara à la place, déterminés à affronter le démon directement. Leur entêtement frustre Yukito, mais il n'y a pas de temps pour discuter alors que la bataille fait rage. Soudain, des flammes jaillissent d'envers eux, féroces et implacables. Yako et Chitaro réagissent rapidement en utilisant leur éventail et leurs bâtons pour dévier l'attaque enflammée. Ils renvoient les flammes vers l'Aromatami, stoppant momentanément son avancée. Saisissant l'occasion, Yukito invoque une autre vague d'eau, trempant à nouveau le démon et maintenant le feu à distance. Ibara n'hésite pas. Elle charge et assène un autre coup écrasant à la tête de l'Aromatami, ses poings de fer frappant avec une puissance implacable. Un instant, il semble qu'ils aient qu'en faut gagner, mais l'Aromatami rugit une fois de plus et commence à battre en retraite, essayant d'échapper à leur assaut incessant. Le groupe refuse de le laisser fuir, alors ils poursuivent l'Aromatami, leur détermination inébranlable. Ils coordonnent leurs attaques, combinant leurs capacités uniques en une poussée d'énergie collective. Leur puissance combinée submerge l'Aromatami, apaisant finalement le démon déchaîné. Alors que les flammes s'éteignent et que le champ de bataille se calme, le groupe se tient uni, victorieux. Leur travail d'équipe et leur résolution inébranlable les ont menés à la victoire, prouvant que leur force réside dans l'unité. Juste au moment où ils pensent bien que le danger est passé, 3 Aromatami attaquent donc la ville en même temps. Ibara leur demande de s'enfuir, mais Yukito utilise son sort d'eau pour attaquer l'Aromatami, mais il finit par s'épuiser. L'Aromatami n'est pas du tout affecté, alors Ibara leur demande de s'échapper après avoir distrait l'Aromatami car il n'y a aucun moyen qu'il puisse gérer 3 puissants Aromatami seuls. Mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, l'Aromatami bloque leur sortie et les piège dans sa barrière de feu. Cependant, Kurama vient à leur rescousse et apaise l'Aromatami, tandis qu'Ibuki utilise son arme pour en tuer un autre. Soudain, un 3e Aromatami tente de les attaquer, mais avant que Kurama ne puisse l'apaiser, Ibuki le tire avec son arme. Kurama lance un regard dangereux à Ibuki et Yukito peut déjà sentir la tension entre eux. L'Aromatami se transforme en quelque chose de dangereux et Ibuki se prépare à utiliser sa magie noire. Mais Kurama l'arrête en disant que c'est illégal. Ibuki lui demande de ficher le camp et de ne pas interférer dans son travail et lui dit que puisqu'ils étaient montés trop faibles, ils n'ont pas pu sauver leur maître. Kurama utilise son sort pour briser l'Aromatami, mais Ibuki le tire et court vers lui pour le consommer. Mais Kurama utilise sa magie pour l'arrêter, disant qu'il perdra sa capacité à redevenir humain, mais Ibuki n'est pas prêt à l'écouter. Bientôt, ils se battent tous les deux pour se protéger mutuellement et Yukito réalise que s'ils continuent à se battre ainsi, l'Aromatami se réveillera à nouveau. Mais soudain, Jingi arrive comme un héros, apaise l'Aromatami et demande aux 2 autres de se plonger la tête dans l'eau pour réfléchir à leurs actions. En entendant cela, ils ont cessé de se chamailler et se sont excusés auprès de leurs élèves d'avoir agi comme des enfants. Avant de partir, Kurama avertit Ibuki que leur maître décédé n'aurait jamais voulu qu'il s'engage dans la magie noire. En entendant cela, Ibuki répond qu'il ne se soucie pas de ce que pense un mort, alors il utilisera ce pouvoir pour effacer ses regrets passés. Le soir, ils se rassemblent tous à la gare ferroviaire de Marine Liners pour rentrer chez eux. Mais Kurama n'est pas encore revenu. Jingi, qui est ivre, plaisante en disant que Kurama célèbre peut-être l'apaisement de l'Aromatami avec le maire. Yako et Chitaro répondent qu'ils retournent au sanctuaire car leur maître Kurama leur a donné des instructions et Yukito demande également à Jingi de rentrer chez lui. Il remercie Ibara de les avoir raccompagnés et Jingi fait remarquer avec désinvolture qu'il devrait le remercier de leur avoir sauvé la mise face à l'Aromatami de feu aujourd'hui car sans lui, ils auraient fait dans leurs pantalons. Yukito répond qu'il n'est jamais là quand ils ont besoin de lui mais qu'il apparaît à la fin pour voler la vedette. Puis Yukito remercie Ibara et lui dit qu'elle a été très forte aujourd'hui, surtout quand elle ne s'est pas enfuie et a affronté l'Aromatami de front. Il dit à Ibara qu'il a hâte de retravailler avec elle. S'ils en ont l'occasion, Ibara lui donne timidement son identifiant de réseau social et Jingi pousse immédiatement Yukito à faire le malin et à donner ses coordonnées aussi, mais Yukito continue de bafouiller comme un adolescent perdu. Quand Yako et Chitaro demandent s'ils vont seulement échanger leurs contacts, Ibara leur donne aussi son identifiant, mais ils sont déconcertés. Ils échangent de bientôt leurs coordonnées et promettent d'être amis ensemble. Mako raconte à Yukito que jadis, du vivant du père de Yukito, Jingi, le jeune Yukito, Momoko, Kurama et Ibuki vivaient tous ensemble sous le même toit. Makoboto et son élève, Kurama et Ibuki, partaient au feu souvent à la chasse aux Aromatami et revenaient d'un blessé, tandis que Yukito et Jinji restaient sagement à la maison avec Momoko.
C'était l'époque où Ibuki et Kurama étaient comme des frères jurés, toujours inséparables, collés l'un à l'autre. Jinji, comme à son habitude, était un paresseux et se faisait régulièrement botter les fesses par maître Makoto pour ne pas s'entraîner avec les deux autres. Un jour, Ibuki demanda s'il pouvait accompagner Kurama pour le rituel d'apaisement du dragon, promettant de le soutenir, mais Makoto refusa, affirmant que Kurama n'était pas encore prêt pour une mission d'une telle envergure. Makoto leur expliqua qu'ils devaient encore s'exercer et perfectionner leurs compétences afin de pouvoir présider ce rituel dans quelques années avec l'aide précieuse de Jingi. Jingi, le paresseux, se demanda pourquoi il devait accomplir ce rituel chaque année pour apaiser le dragon, afin qu'il ne se réveille pas. Makoto lui expliqua que le dragon de feu regrettait le dragon d'eau depuis sa disparition et que cela le rendait furieux, le poussant à des accès de rage. Ainsi, la seule chose qu'il pouvait faire pour le calmer était de le sceller à l'intérieur du volcan. Il leur demanda de le surveiller attentivement cette année afin qu'il puisse reproduire le même processus l'année suivante. Ils passaient toute leur journée à s'amuser dans la maison d'enfance de Yukito, dégustant des glaces pilées, mangeant du curry de poisson et aidant le jeune Yukito à grandir. Makoto les avait élevés avec tant d'amour, il les emmenait en voyage, aux bains chauds et à des festivals de neige passionnants. Un jour, alors que Makoto endormait Yukito, un violent tremblement de terre frappa l'île, accompagné d'éclairs et de tonnerre. Le temps devint extrêmement désastreux et Makoto sortit de la maison pour inspecter les dégâts. Il dit à Kurama et Ibuki qu'ils se rendaient sur le continent pour trouver l'arme rituelle qui serait utilisée pour apaiser le dragon de feu. Ibuki accepta de prendre le contrôle de la situation avec Kurama jusqu'au retour de Makoto. Bientôt, Kurama et Ibuki partirent inspecter les étranges événements sur l'île et ils découvrirent donc que l'influence de la 4e île se propageait partout, faisant que les Minimus se comportaient bizarrement sur toute l'île. Momoko leur demanda de rester à la maison jusqu'au retour de leur maître. Mais le duo refusa l'offre, expliquant que le séisme avait affaibli le sceau de la 4e île. Un autre tremblement de terre frappa l'île, Yukio pâlit de peur et Kurama leur dit que ce n'était là que des secousses précurseuses et que si l'éruption réelle se produisait, elle détruirait toutes les îles Ayaka. Il informa Momoko que le dragon de feu était devenu violent à l'origine pour assécher le lac et le dragon d'eau qui s'y trouvait. Ibuki ajouta que c'était parce qu'il l'avait maintenu piégé à l'intérieur d'une barrière et qu'il était maintenant devenu une bombe prête à exploser à tout moment. Leur seul choix était de mener le rituel d'apaisement du dragon en l'absence de leur maître. Pendant qu'ils discutaient de leur plan, un homme dans un petit camion demanda à Debukit, et Kurama demanda à Momoko et aux enfants d'évacuer et de se rendre rapidement au port, où le maire amènerait un grand bateau pour les aider à s'échapper. Ils demandèrent tous deux à Jingi de rester avec Momoko et Yukito, puis ils s'envolèrent vers la 4e île. L'île était entièrement recouverte de lave et presque tout était détruit. Ils se décidèrent à accomplir le rituel d'apaisement sans leur maître, et bientôt des flammes de lumière bleue jaillirent donc des profondeurs de la terre. Leur rituel affaiblissait presque les pouvoirs du dragon de feu, mais soudain, un volcan massif entra en éruption et le dragon de feu émergea du cratère des montagnes. Le dragon commença à frapper partout, causant davantage de destruction et de chaos. Le duo réalisa que ce dragon était toujours piégé par le sceau, alors ils décidèrent donc de compléter le rituel et de le sceller complètement. La barrière avait été créée par leurs ancêtres et elle était encore assez solide pour retenir le dragon pendant un certain temps, alors ils commencèrent à y injecter plus de puissance pour qu'elle ne cède pas. Protéger l'île était le dernier espoir d'Ibuki et Kuruma, et ils continuèrent à injecter davantage d'énergie dans la barrière en utilisant les sorts, tandis que le dragon grognait et frappait de colère. Soudain, Ibuki s'effondra au sol, épuisé, mais il demanda à Kuruma de continuer à sceller le dragon sans se soucier de lui. Cependant, très vite, le dragon réussit à briser le sceau du sanctuaire et se prépara à diriger son feu sur Ibuki. Mais avant que le feu n'atteigne Ibuki, Kuruma s'interposa et le sauva d'être brûlé. Ibuki le regarda avec colère et surprise, lui demandant pourquoi diable il avait arrêté de sceller le dragon pour le sauver, mais soudain ils virent de maître Makoto émerger des flammes, combattant sans pitié le dragon pour l'apaiser. L'énorme gueule du dragon, qui atteignait presque le ciel, planait dangereusement au-dessus d'eux. Makoto s'excusa d'être arrivé en retard et se prépara à accomplir le rituel à nouveau. Il planta l'outil rituel dans le sol et chanta ses mantras, et bientôt le dragon fut pris dans des chaînes. Makoto dit aux garçons que s'ils ne scellaient pas le dragon, cela les mettrait dans une situation désespérée car il était trop tard pour arrêter l'éruption et ils devaient aussi empêcher les îles Ayaka d'être détruites. Quand les garçons demandèrent s'ils seraient capables de faire cela, Mikoto répondit que c'était possible s'il risquait sa vie. Ibuki proposa d'accompagner Mikoto, mais Mikoto demanda à Kuruma d'emmener Ibuki et de fuir. Et Kurama obéit à contre-cœur. Avec beaucoup de difficultés, Kuruma laissa tomber Ibuki au sol et un Ibuki en colère réalisa que Kurama était lui aussi gravement blessé. Puis il regarda autour de lui et vit que l'éruption était devenue plus massive et il hurla de colère et d'impuissance. La bataille pour sceller le dragon fut gigantesque et le ciel resta rougeoyant toute la nuit. Le lendemain matin, quand les gens regardèrent autour d'eux, il semblait que rien ne s'était passé. Mais en une seule nuit, Ayaka avait subi des dégâts terribles. Quand Kuruma et Ibuki marchèrent vers le cratère pour chercher leur maître, ils le trouvèrent assis là, mais en regardant de plus près, ils réalisèrent qu'il était mort et pourtant il souriait.
Ibuki tomba au sol, souhaitant désespérément le retour de leur maître, mais il était parti pour toujours lors de la bataille de la nuit dernière. Après cela, Kuruma et Ibuki se disputaient souvent sur leur avenir en tant que maîtres laïcs, et ils finirent par se séparer. Plusieurs années plus tard, Ibuki revint après avoir appris de dangereux sorts, et maintenant ils entretenaient tous deux des relations tendues. Après que Makoto eut terminé son récit, Yukito regarda en direction de Jingi et réalisa que cette nuit dangereuse, c'était Jingi qui l'avait sauvé et l'avait calmé. Un après-midi, faisant la sieste, Yukito réalisa qu'il n'avait plus de cauchemar depuis qu'il avait déménagé sur cette île. Puis il se réveilla soudainement, s'étouffant et toussant, et Jingi s'assit immédiatement à ses côtés, lui demandant s'il allait bien. Quand Jingi regarda dans les yeux de Yukio, il vit qu'ils avaient pris une légère teinte bleue, mais avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, le téléphone portable de Yukio sonna avec un message. Yukio vérifia son téléphone et vit que ses amis avaient créé une discussion de groupe prévoyant de se retrouver dimanche. Changi jeta un coup d'œil par derrière et demanda joyeusement si Yukito allait au festival de Kaizen dimanche. Puis Jingi entra et apporta un masque traditionnel qu'il donna à Yukito, expliquant que les gens le portaient lors de la fête. Puis il lui dit que ce masque avait appartenu à Maître Makoto. Le dimanche, Jingi et Yukito arrivèrent sur le site du festival et Yukito fut ravi de voir une foule immense. Les amis de Jingi le trouvèrent rapidement et lui demandèrent tout de les accompagner au stand, mais Jingi décida de rester avec Yukito et le taquina en disant qu'il utiliserait son argent et qu'ils s'amuseraient ensemble. Mais soudain, ils aperçoivent Tebara, vêtu d'un joli kimono, et Yukito lui demande de l'accompagner pour trouver Shetaro et Yako, tandis que Geni les regarde comme un chien errant. Geni emmène Yukito de l'autre côté et lui demande de complimenter Ebara, mais dès que Yukito se retourne et la complimente, Ebara ne répond pas, mais elle lui envoie un message texte pour le remercier. Tsumi commence à flâner, regardant les divers stands, et Jinji n'arrête pas de lui demander d'acheter quelque chose. Soudain, Yukio entend Yako et Shutoro réprimander leur maître, Kuruma, parce qu'il avait vendu tout leur charme comme cadeau gratuit à tout le monde. Ils entrent dans la cabane et tous commencent à trier les charmes, tandis que Jinki, comme à son habitude, se la coule douce. Soudain, Kuruma remarque le masque de Yukito et lui dit que le voir lui rappelle de vieux souvenirs de leur maître. En entendant cela, Yukito demande pourquoi les gens portent des masques au festival de Kaizen, alors Kurama répond qu'à l'époque, même les non-humains participaient à cette fête et qu'il s'agissait de dieux et de monstres. Les masques sont donc une raison d'oublier qui l'on est et de profiter pleinement du festival. Après un certain temps, une fois le tri des charmes terminé, Kurama demande aux enfants de profiter de la fête pendant que lui et Jingi tiendront la boutique. Jigyu se révolte, affirmant qu'il doit s'occuper des enfants et les accompagner en tant que leur gardien, mais Kurama lui demande d'arrêter de se décharger sur ses élèves. Ils quittent la boutique, bavardant et plaisantant entre eux quand Yukito ressent un étrange mal de tête et s'assied par terre en se tenant la tête. Quand Ayara lui demande s'il va bien, il répond qu'il se sent soudainement étourdi, mais que ça va. Pour détendre l'atmosphère, Yukito demande aux enfants de manger quelque chose puis de jouer. Bientôt, ils commencent à savourer de délicieux plats et toutes sortes de jeux au festival. D'un autre côté, Jingi se promène comme un solitaire, maudissant Kurama de le faire travailler comme un âne. Bientôt, il voit les 4 enfants s'amuser ensemble et décide de profiter d'eux. Mais il se ravise, ne voulant pas abuser des pauvres enfants, et s'en va. Peu après, Shitaro remarque qu'Aibara a des ampoules à cause de ses sandales en bois et demande s'il doit lui apporter des pansements. Yukito suggère de faire une pause, mais soudain, Momoko s'approche d'eux, leur demandant ce qu'ils font. Quand elle apprend qu'Ibara a des difficultés à marcher, elle lui bande le pied et lui demande de ne pas sous-estimer une ampoule car elles gâcheront ses jolis pieds. Puis elle regarde Yukito souriant et lui dit que son père souriait comme lui quand il venait au festival et semait le désordre avec son ami le maire. Bientôt, Ebuki reçoit un appel d'Ibuki qui lui demande de passer le téléphone à Yukito. Dès que Yukito prend l'appel, il demande si Ibuki s'amuse et Yukito répond que oui. Alors Ibuki sourit, soulagé, de l'autre côté, mais soudain Yukito subit une autre attaque et tombe au sol et bientôt ses yeux deviennent de bleu. Yukito réalise que c'est exactement comme lorsqu'il avait perdu le contrôle de son pouvoir quand il était enfant. Craignant de blesser tout le monde, Yukito s'enfuit du festival vers les forêts profondes. D'un autre côté, Kurama remarque que l'eau de l'étang est un peu instable et bientôt, il voit Yukito courir dans la forêt. Bientôt, Yukito s'arrête sous un arbre mais il a peur quand il voit que son ombre a pris la forme d'un dragon. Il essaie de maîtriser son pouvoir et de se calmer, mais le pouvoir continue de s'étendre et d'émaner de son corps. Il tombe au sol, impuissant, mais soudain, il se souvient comment Jingi l'a aidé à se calmer et il suit sa méthode. Bientôt, il parvient à se contrôler et soudain, il voit un homme masqué lumineux qui le félicite et lui dit qu'il est prêt à devenir un maître laïque. Sur le chemin du retour, Yukito pense à l'homme masqué puis il rencontre Jingi. Il le remercie de l'avoir aidé à apprendre à contrôler ses pouvoirs. Mais soudain, un volcan entre en éruption et tout le monde le regarde avec effroi. Le sol commence à trembler et tout le monde panique, réalisant que c'est similaire à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Le maire demande à chacun de se calmer et les informe de la situation actuelle et il leur demande de se diriger vers le centre de la place.
Il demande à Momoko de dire aux insulaires de rentrer chez eux et de se préparer à l'évacuation. D'un autre côté, Jingi sourit en regardant le volcan car cela lui rappelle le passé, mais quand il voit un Yukito paniqué, il lui demande si Yukito aime ou déteste l'île. Au début, Yukito pense qu'il est devenu fou, mais il répond qu'il aime l'île, car c'est un endroit agréable et il s'y est fait des amis. En entendant cela, Jingi sourit et répond qu'il aime aussi l'île, puis Sumi disparaît. Le lendemain matin, les répliques sismiques frappent à nouveau l'île, tandis que Yukito continue d'avoir des flashs de l'œil du dragon. Momoko lui demande s'il va bien, puis lui donne un sac de sécurité, lui demandant d'évacuer. Quand Yukito demande si elle n'évacuera pas, Momoko répond qu'elle fait partie du comité de prévention des catastrophes. Elle doit donc attendre que tout le monde ait évacué, de plus Jinji peut rentrer à la maison d'une minute à l'autre. En entendant cela, Yukito répond qu'il attendra lui aussi Jinji et aidera les autres en attendant. Bientôt, Yukito commence à aider Momoko à l'évacuation et elle lui demande de surveiller les personnes âgées pendant qu'elle monte sur le bateau. Après un certain temps, Kurama se rend au port et demande à Momoko s'il peut emmener Yukito avec lui et elle accepte. Il emmène Yukito dans un endroit isolé et lui dit qu'il veut lui révéler quelque chose sur sa naissance. Ses élèves s'inquiètent un peu et demandent s'ils doivent laisser Yukito et lui seul. Kurama leur demande de rester car ils doivent aussi connaître la vérité. Puis il leur dit que la catastrophe qui affecte actuellement l'île d'Ayaka est causée par le dragon de feu qui y vit. Son pouvoir est devenu incontrôlable parce que la puissance de son rival, le dragon d'eau, a disparu, ce qui a perturbé l'harmonie de l'énergie Lei sur l'île. Les élèves de Makoto ont donc été chargés d'utiliser leur pouvoir pour aider les habitants de l'île et restaurer l'équilibre de l'eau. Il explique qu'il y a 15 ans, le pouvoir du dragon d'eau s'est considérablement affaibli et c'est Maître Makoto qui a géré la situation. Mais il tentait de restaurer le pouvoir du dragon d'eau en utilisant un certain rituel et il a réussi à extraire le dragon d'eau affaibli de l'énergie Lei, mais cela a donné naissance à un bébé Yukito sous la forme d'énergie aquatique. En agissant ainsi, le dragon d'eau pourrait retrouver sa force d'antan et retourner à l'énergie Lei une fois de plus, et la mystérieuse force aquatique ainsi que le talent de Yukito sont entièrement dus au fait qu'il est né pendant ce rituel. Et tout cela signifie que Yukito est l'incarnation du dragon d'eau, et bientôt Kurama confirmera ses soupçons par une expérience. Mais pour que Yukito retrouve sa véritable forme et apporte l'harmonie à l'île, il devrait libérer son énergie qui a été piégée pendant 15 ans. Il demande à Yukito de grandir en bonne santé et fort, de continuer à s'entraîner et un jour, il deviendra la véritable version de lui-même. Il dit ensuite aux trois qu'il ira sur la 4e île pour faire ce que Maître Makoto Gigears a fait et les informe que Jingyu prendra soin d'eux. Yukito est contre l'idée de fuir à nouveau et veut aider Kurama et les autres à apprivoiser les dragons, mais Chektaro lui dit qu'ils ne sont pas assez entraînés et qu'ils seront des faibles. Mais soudain, il réalise que l'armée réalise que Kurama est en fait en route pour se sacrifier, tout comme Makoto l'a fait, alors ils commencent à paniquer, mais Yato et Chektaro sont toujours contre l'idée de suivre leur maître et de causer plus de problèmes. Mais soudain, Ibara apparaît et leur dit qu'elle est d'accord avec Yukito, ils doivent aller aider leur maître et leur sauver la vie. D'un autre côté, Kurama atteint le sanctuaire du dragon de la 4e île et commence à réciter une longue prière pour sceller le dragon. Soudain, Ibuki apparaît derrière lui, mais Kurama lui demande de rester à l'écart et d'observer. Ibuki répond qu'il peut vaincre le dragon seul et qu'il n'a pas besoin de l'aide de Kurama. Bientôt, la nostalgie les envahit et ils se souviennent du lieu de la mort de leur maître, mais ils recommencent vite à se battre. Soudain, le sol sous leurs pieds tremble à nouveau et le dragon de feu émerge de l'ouverture volcanique. Ibuki ne perd pas de temps et déchaîne rapidement son énergie de magie noire et malgré que Kurama lui demande de ne pas le faire, il bondit vers le dragon. Kurama utilise son énergie pour retirer Ibuki de la gueule du dragon et déclare qu'il s'en occupera seul. Bientôt, ils s'envolent vers le dragon enragé, mais Ibuki le sauve. Ils volent tous deux ensemble dans les airs, combinent leurs énergies et attaquent le dragon avec. Mais soudain, le dragon bondit sur Ibuki et le projette contre la montagne. Kurama ramasse rapidement Ibuki et il voit que le dragon s'est presque transformé en Aromatami. Kurama essaie d'éloigner Ibuki, mais le dragon Aromatami déchaîne une énorme boule de feu et d'énergie maudite, mais étonnamment, Yukito la bloque. Kurama et Ibuki réalisent que leurs élèves ont atteint la 4e île pour les aider. Jingi avait appris le secret de Yukito et ils étaient de tous deux de petits enfants. Un jour, alors qu'il aidait Yukito à marcher, dès que le bébé Yukito a tenu son doigt, une rafale d'eau a jailli de nulle part et Jingi a commencé à s'y noyer. Mais heureusement, Maître Makoto rompit le sort et dit à un Jingi confus que Yukito était un peu spécial car son énergie aquatique était très forte. Jingi et Yukito sont compatibles parce que l'énergie aquatique de Jingi est aussi très puissante, mais il demanda à Jingi de ne rien dire à Kurama et Ibuki. Jingi avait des discussions secrètes avec Makoto concernant l'avenir de Yukito. Un jour, il demanda si Yukito se transformerait en dragon d'eau ou s'il pourrait le voir dans le futur. Mikoto répondit qu'il serait stable jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge d'Ibuki et Kurama. Mais après cela, il devrait subir un rituel pour se transformer en dragon d'eau. Mais jusque-là, il demanda à Jingi de veiller sur Yukito.
Mais quand Mikoto mourut, Yukito fut envoyé à l'orphelinat sur le continent, et selon le souhait de Makoto, il devait rompre les liens avec toutes les personnes de l'île jusqu'à ses 15 ans. Momoko ne voulait pas arracher le jeune Yukito à la famille de son père, mais Jingi leur demanda de suivre les dernières volontés de son maître. Bientôt, Jingi fit tristement ses adieux à Yukito et continua de croire en la décision de son maître. Mais comme Makoto était mort et Eibuki et Kurama étaient blessés, il commença à étudier pour devenir un bon maître laïque et il apprit bientôt le sort pour récupérer le dragon d'eau, mais celui qui prononcerait le sort mourrait. Revenons au présent où Yukito et ses amis sont venus aider leur maître. Kurama leur crie dessus, leur demandant d'arrêter d'agir de manière insensée, mais Yukito n'est pas prêt à céder. Et il déclare qu'ils sont aussi des élèves de l'école de Makoto. Ibuki réalise qu'il est inutile de discuter avec ses élèves têtus, alors il leur demande à tous de les soutenir avec leur pouvoir. Il ordonne à Ibara de guider les enfants et finalement Kurama accepte aussi de laisser les enfants aider, mais il leur demande de se sauver eux-mêmes en premier. Ebara ordonne à Yako et Chitaro de bloquer autant d'attaques qu'ils le peuvent et elle ordonne à Yukito de l'aider à maintenir le dragon en place. Bientôt, Kurama et Ibuki sautent à nouveau sur le champ de bataille et leurs élèves sont prêts à les soutenir. Le dragon Aromatami les attaque, mais Ibuki bondit rapidement dans les airs pour attaquer son museau, tandis que Kurama l'aide avec ses puissants sorts magiques. Voyant leur chance, Yukito utilise son énergie aquatique et Ebara utilise ses sorts de foudre pour maintenir le dragon en place. Le puissant sort de Yukito crée un dragon d'eau qui piège l'air de feu de Mataomi, et Ibuki saisit cette chance pour frapper le dragon avec son bras imprégné de magie noire. Les enfants sont ravis de voir leur maître se battre ensemble, et il y a l'espoir qu'ils pourront vaincre l'énorme dragon de feu. Le combat continue un certain temps et tous donnent le meilleur d'eux-mêmes grâce à l'énorme énergie aquatique de Yukito. Mais Kurama sent que Yukito perd son souffle, alors il utilise le sort de Mikoto pour enchaîner le dragon. Cependant, le dragon s'est transformé en Metami et brise bientôt les chaînes. Alors Ibuki se transforme en un humain démoniaque et attaque le dragon, mais rien ne semble fonctionner sur le dragon, alors Kurama dit aux enfants qu'il les enverra loin tant qu'il aura encore du pouvoir. Mais Yukito supplie Kurama de le laisser les aider, lui et Ibuki, et s'effondre au sol. Soudain, Jinji apparaît derrière lui et plaisante avec Yukito, disant qu'il semble sur le point de pleurer. Il rassure Yukito qu'il est là pour le protéger sans aucun doute. Il s'avère que Jinji avait appris des notes de Makoto qu'il y a longtemps, l'un des dragons protégeant l'île s'était affaibli et l'autre était devenu incontrôlable. L'énergie tellurique fut perturbée et les flammes éliminèrent les champs fertiles, ne laissant aucun endroit pour soutenir la vie. Mais un jour, un vieil ermite arriva et en échange de sa propre vie, il restaura le dragon d'eau qui était sur le point de disparaître et bientôt, le dragon d'eau établit l'harmonie avec le dragon de feu. Mais des années ont passé et les deux dragons sont de nouveau tombés en désaccord. Alors Makoto écrivit le sort à sa manière pour restaurer son pouvoir. Makoto avait prévu d'élever le dragon d'eau en tant qu'humain, puis de restaurer son pouvoir en donnant sa propre vie, comme l'ermite l'avait fait autrefois, un sacrifice ultime. Alors Jingi prit la responsabilité sur lui-même, car il n'a pas de famille et peu d'attachement. Quand Jinji est allé chercher Yukido à l'école, il était très nerveux au début, mais plus tard, il réalisa que ces jeunes avaient grandi sans amis et mouraient probablement seuls. Mais le voir sourire rendit Jingi très heureux. Alors mourir pour lui le rendra également heureux et il avait renforcé sa détermination et maintenant le moment est venu. Akida demande à Jingi où il avait disparu, il répond qu'il avait besoin de temps pour affirmer sa résolution. Jingi demande à Yukito s'il souhaite retrouver ses pouvoirs de dragon d'eau et Yukito répond qu'il veut vraiment sauver les habitants de l'île, ses amis et les gens qu'il aime. En entendant cela, Jinji libère sa puissante énergie aquatique et Kurama tente de l'arrêter car il sait ce que Jinji prépare. Cependant, Yukito se retrouve bientôt dans un endroit étrange avec Jinji et ce dernier l'informe qu'ils sont à l'intérieur de l'énergie tellurique pour restaurer le pouvoir perdu du dragon d'eau. Il explique que pour ce faire, un grand maître tellurique doit agir comme conducteur pour connecter l'âme du dragon d'eau à l'énergie tellurique. Quand Yukito le regarde avec confusion, il explique que lui et Yukito ont une grande compatibilité et demande à Yukito de sauter. Mais soudain, Yukito demande ce qu'il veut dire par agir comme conducteur pour lui. Une question pleine d'inquiétude. Soudain, les choses commencent à s'éclaircir pour lui et il demande à Jingi ce qu'il fabrique et Jingi répond qu'il donnera sa vie à Yukito. Et bientôt, il lui prend la main et saute dans l'eau. Dans l'eau, Yukito essaie désespérément de sauver Jingi, mais ce dernier tient la main de Yukito et transfère son âme dans son corps. Sur le champ de bataille, tout le monde regarde Jingi avec inquiétude alors qu'il s'effondre au sol et qu'une énorme vague d'eau jaillit autour de Yukito. Soudain, Yukito se transforme en un dragon bleu avec une queue d'eau fluide et se retrouve face à face avec le dragon de feu. Yukito a des flashbacks de ses joyeux souvenirs avec Jingi quand il est venu sur l'île avec lui. Un jour, lui et Momoko ont découvert que Jingi avait grillé le seul poisson qui devait être cuisiné pour le dîner et il l'avait mangé avec son alcool. Quand Momoko lui a demandé de devenir un adulte respectable, Jingi a répondu qu'il vivrait sa vie comme il l'entendrait jusqu'au jour de sa mort. Cela signifiait vraiment qu'il savait qu'il mourrait très bientôt, mais il voulait quand même profiter de sa vie.
Dans le présent, Yukito s'est transformé en un dragon d'eau brutal qui est impliqué dans un combat féroce avec le dragon de feu, les deux se poussant et se tirant mutuellement. Kuruma crée une barrière autour des autres afin qu'ils ne soient pas pris dans les tirs croisés et dit à tous que les deux dragons essaient de maintenir l'harmonie de l'énergie tellurique. Ibuki demande à Kuruma si Yukito pourra revenir de cela, et il répond qu'il ne sait pas car ils n'ont jamais su quel genre de sort leur maître avait jeté sur Yukito. Donc une fois l'harmonie restaurée, alors seulement ils sauront si Yukito peut redevenir humain ou non. Bientôt les deux dragons s'entremêlent, et l'œil Eramatami du dragon de feu se ferme, et la corruption dans son corps le quitte lentement. Sur le côté, Kurama explique que Yukito est en train de rétablir sa circulation avec le dragon de feu, un processus vital. Bientôt, les Métamis commencent à sortir du sol et soudain, les deux dragons retombent dans le cratère. Soudain, Ebara voit Yukito debout à côté d'un Jinji mort, lui demandant de se réveiller, sinon il aura froid à dormir à l'air libre. Kurema pose une main sur son épaule, lui annonçant la mauvaise nouvelle du décès de Jinji, et Yukito hurle son nom de douleur. Bientôt, tout commence à revenir à la normale et Momoko reçoit la nouvelle de la mort de Jinji, un choc terrible. Yukido, de son côté, s'est enfermé, ne participant pas au service funèbre. Ses amis ont visité son service funèbre, se remémorant les doux souvenirs qu'ils avaient créés ensemble, et le maudissant de ne pas avoir parlé de son plan, de son sacrifice. Les autres sont également bouleversés par la disparition soudaine de Jingi, se demandant s'ils le reverront un jour. Pendant ce temps, le maire se rend dans la chambre de Jinjigum de Jingi pour se remémorer les souvenirs qu'ils ont partagés. Il parle à sa photo, disant qu'il était une personne authentique, sans aucune prétention. Il a toujours été un enfant volontaire et en tant que tuteur, il a eu du mal, mais aussi du plaisir, à s'occuper de lui. Mais il commence à pleurer, disant qu'il n'aurait pas dû le laisser seul si tôt. D'autre part, Kurama rend visite à un Ibuki en détresse et Ibuki lui demande s'il connaissait le secret de Yukito d'être un dragon d'eau. Kurama répond qu'il ne l'a appris qu'hier, alors Jingi demande comment diable Jingi le savait, et Kurama lui montre le journal de Makoto qui a été trouvé dans la chambre de Jingi. Les notes sont celles qui décrivent le sort jeté par l'ancien maître tellurique. Makoto voulait probablement aussi utiliser ce sort, mais Jingi s'entraînait depuis la mort de leur maître pour aider Yukido un jour, et pour sauver l'île, il s'est sacrifié. Quand Ibuki demande avec colère pourquoi Jingi ne leur a rien dit, Kurama répond que Jingi voulait les sauver tous, alors il ne leur a rien dit. Jingyu savait que quelqu'un devait se sacrifier pour éveiller le dragon d'eau, alors il a jeté le sort, et il était un grand maître tellurique, tout comme leur maître Makoto. En entendant cela, Ibuki s'en prend à Kurama, disant qu'il ne se soucie de personne tant que l'harmonie de l'île est restaurée. Kuraiman ne se retient pas cette fois et répond avec colère qu'Ibuki ne sait rien de lui et même à l'époque, il n'avait pas d'autre choix que de laisser leur maître et maintenant aussi, en tant qu'aîné, il est embarrassé parce que Genie a dû sacrifier sa vie à sa place. Ibuki bouillonne de colère, disant qu'il s'est tourné vers la magie noire parce qu'il voulait utiliser tout le pouvoir pour vaincre le maudit Eramatami et sauver tout le monde. Bientôt, ils commencent de tous les deux à se battre violemment, mais leurs élèves arrivent en courant, leur demandant d'arrêter de se comporter comme des enfants. Soudain, Ibuki se met à sangloter, disant qu'ils sont des perdants, qui n'ont même pas pu sauver leurs propres amis. Après un moment, Momoko frappe à la porte de Yukito et demande s'il va bien, et Yukito commence à se blâmer pour la mort de Jingi. Il lui dit que parce qu'il était faible, Jingi a dû donner sa vie pour lui. Momoko le serre dans ses bras et répond qu'elle ne sait pas grand-chose de la maîtrise tellurique, mais elle connaît très bien Jingi. Si Jingi était prêt à donner sa vie pour faire quelque chose, alors cela devait être le seul moyen de le faire, alors Yukito ne doit pas se blâmer. Momoko rit de la bravoure de Jingi, disant qu'il était quelqu'un qui vivait une vie sauvage, mais qu'il tenait vraiment de son maître Makoto, puis elle a demandé à Yukito de voir Jingi une dernière fois, sinon il serait triste sans lui, c'est certain. Après un certain temps, Yukito suit un groupe jusqu'au corps de Jingi où il voit le maire. Le maire le remercie d'avoir sauvé l'île, mais Yukito dit que tout le mérite revient à Jingi. Le maire verse des larmes, disant qu'il voulait dire au revoir à Jingi et Makoto avec un sourire. Mais c'est difficile pour lui et le maire s'en va, laissant Yukito seul avec Jingi. Yukito s'approche de Jingi et lui dit qu'il a été très égoïste de mourir seul et de laisser tout le monde derrière et maintenant ils ne peuvent plus vivre sans lui. Yukito s'en prend à lui, Jinji l'appelant par son nom, lui demandant de l'aider car il est emporté à il lui demande d'utiliser ses courants de lait avec de l'énergie pour le sauver. Mais Yukio ne sait pas quoi faire et bientôt il est téléporté de nouveau dans la pièce. Quand Momoko et le maire arrivent en courant, demandant ce qui s'est passé, il répond qu'il est toujours possible de sauver Jingi car son âme est toujours coincée dans l'énergie tellurique et il s'enfuit en se transformant à nouveau en un énorme dragon d'eau. Ibuki et Kurama voient Yukito courir comme un fou, alors ils le suivent, se demandant où il va à cette heure. Pendant ce temps, Yukito se transforme à nouveau en dragon d'eau et se rend sur la 4e île et sent le courant de Lei où il a vu Jingi pour la première fois. Il se jette dans le cratère du volcan et se retrouve bientôt à nouveau dans le courant d'énergie tellurique et commence à le chercher. Il se résout à ramener Jingi à la maison, même si cela signifie le traîner par le col, mais soudain, une énergie rouge brillante le frappe.
Quand Yukito se retourne, il voit un homme masqué et il demande qui il est. Yukito demande soudain s'il est son père et il demande joyeusement s'il le reconnaît et retire son masque pour révéler son visage, un moment de pure surprise. Makoto dit à son fils qu'il était là tout ce temps pour garder le dragon sous contrôle jusqu'à ce que Yukito s'éveille et prenne les rênes. Quand Yukito demande s'il est toujours en vie, Makoto répond qu'il ne pouvait pas battre un dragon dans un combat en tête-à-tête, alors il est mort, mais maintenant il a une âme partielle gérant patiemment le dragon de feu au sein de l'énergie tellurique. Mais puisque le dragon d'eau est plus important que lui, il s'est assuré que Yukito n'entre pas en contact étroit avec le dragon de feu. Yukito réalise que pour affaiblir sa connexion avec le dragon de feu, son père l'a élevé comme un humain sur le continent. Mais si tout ce chaos n'était pas arrivé, alors ils auraient à continuer à vivre ensemble. Puis Mikoto demande à Yukito pourquoi il est venu dans le courant de Lei, et Yukito demande rapidement s'il sait où se trouve Jingi, avec une urgence palpable. Makoto répond qu'il l'a vu s'accrocher à son bâton il y a quelque temps, qu'il avait fait comme repère il y a longtemps, mais il semble qu'il ait été emporté. Yukito lui demande de l'emmener à son cher Jingi afin qu'il puisse le ramener. En entendant cela, Makoto répond que puisque Yukito est le dragon d'eau, il attendait qu'il grandisse et s'habitue à l'énergie tellurique, mais maintenant qu'il est prêt, il demande à Yukito de le suivre. Il nage un certain temps, mais Yukito reste en arrière car l'énergie tellurique est un courant puissant et Yukito doit rattraper son père. Makoto demande à Yukito de ne pas résister au courant, sinon il finira par créer des Ayami no Mousse, alors il devrait s'unir aux autres vies qui coulent ici et se laisser porter. Bientôt, Yukito utilise ses compétences de maîtrise tellurique et commence à couler librement, et Makoto est soulagé que Jingi n'ait finalement pas fini par lui enseigner des bêtises. Puis Yukito demande si Makoto le considère comme son fils, et le vieil homme répond que quelles que soient les origines de Yukito, mais puisqu'il l'a recueilli, il sera toujours son père. D'autre part, Kurama est occupé à prier et Ibuki demande à ses élèves ce qu'il fait. Les élèves répondent que Yukito est de nouveau entré dans le canal d'énergie tellurique, alors leur maître fait un rituel pour son bien-être. Ibuki répond que la rivière de vie est un courant dangereux et que le simple fait d'y être fait perdre conscience à quelqu'un et que tout le monde ne peut pas y résister. Kurama ouvre les yeux et répond qu'il est d'accord avec Ibuki, disant que même un capitaine expérimenté peut se perdre dans une tempête en mer. Ibuki dit que Yukito s'est transformé en dragon d'eau, il n'y a donc aucune chance qu'il ne comprenne pas les risques. Soudain, de nombreux Era Minimus commencent à apparaître de nulle part, et Kurama réalise que son appel doit invoquer une énergie indésirable de l'intérieur de l'énergie tellurique. Disant que Kuruma sera interrompu par ses invités indésirables, Ibuki se prépare avec son arme pour les repousser et les étudiants se préparent à le soutenir. Pendant ce temps, Yukito et Makoto trouvent une tête verte bruyante, presque noyée dans le courant d'énergie tellurique, criant le nom de Yukito et lui demandant de l'aider. Yukito le tient par le col et le soulève, et Jingi est soulagé de revoir son frère. Yukio le regarde avec des yeux en colère, disant qu'après avoir semé la pagaille tout seul, Jingi est allé mourir seul sans se soucier de ce que tout le monde ressent, surtout ce que Yukido ressent. Jingi fait la moue et demande ce qu'il était censé faire, sinon se sacrifier. Alors Mikoto lui donne un coup de poing sur la tête et lui dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'il aurait pu faire en tant qu'élève. Il dit à Jingi qu'il n'avait pas à se sacrifier pour sauver une île et que ce sort n'était qu'une mesure d'urgence. Il explique que si Yukido ne s'était pas transformé en dragon lui-même, alors Jingi aurait dû laisser l'île brûler, car c'est la méthode de la nature pour mourir et se régénérer. Puis Jingi demande à Yukido comment ils vont le ramener et Yukido répond qu'il pensait que tu serais capable de le tirer et de le sortir de l'énergie tellurique. Mais ramener un mort n'est pas une tâche facile, cependant Makoto dit à Yukigo qu'il peut le faire en croyant en ses capacités. Il lui rappelle qu'il n'a pas été absorbé par le courant d'énergie tellurique parce qu'il n'a pas abandonné. Yukito demande à Jingi s'il souhaite retourner chez lui et Jingi répond qu'il souhaite toujours manger et boire de bonnes choses, discuter avec ses amis, prendre l'argent de Yukido et aller pêcher. Yukido soupire et demande s'il peut trouver de meilleures raisons que cela, alors Jingi lui demande de se taire car il n'y a rien de mal à s'amuser. Yukigo dit qu'il était tellement pris par le fait d'arriver ici qu'il ne savait pas dans quelle direction se trouvait l'île, alors il demande à Makoto. Makoto répond qu'il a brisé son seau quand il a sauté dans le lac volcanique et ce n'est que grâce à ce seau qu'il avait une idée de l'emplacement de l'île. En entendant cela, Geni panique et ils commencent tous les deux à se chamailler comme des frères perdus de vue. Makaido leur demande de se calmer car ils retrouveront leur chemin dans 50 à 60 ans, mais soudain, Yukito sent quelque chose, alors il prend le bras de Geni et suit l'énergie. Dès que Yukido donne un signal de l'intérieur, Kurama le sent de l'extérieur et dit à tout le monde qu'il a trouvé Yukido. À l'intérieur, Jingi dit à Yukido que les autres essaient de les tirer par la sortie. En les voyant, Makoto fond en larmes, réalisant que Yukido et Jingi sont toujours forts comme des frères, et il les serre dans ses bras en disant qu'ils ont tous les deux travaillé très dur. Puis il les pousse vers la sortie, et Jingi essaie d'emmener Makoto avec lui, mais Makoto refuse, disant qu'il ne peut pas partir car il a vécu ici longtemps et il doit tenir compagnie au dragon de feu. C'est son devoir.
Yokito demande à Jangi de lui tenir la main et il commence à le prendre à contre-courant de l'énergie tellurique. Soudain, Yokito voit le seau se briser à nouveau et un bras en émerge, les tirant tous les deux à l'extérieur. Il s'avère que c'est Ibuki qui fait de son mieux pour les sauver car il ne peut pas se permettre de perdre à nouveau des personnes proches de lui. Il parvient à utiliser toute sa force, mais soudain, la prise d'Ibuki se relâche sur la main de Yukito et ils commencent tous les deux à retomber dans l'eau. Soudain, Yukito voit une boule jaune et demande s'il est le dragon de feu et le dragon répond par un oui. Yukito rassure le dragon qu'il restera avec lui sur l'île et s'assurera qu'il n'est pas seul et le dragon répond qu'il l'attendra. Bientôt, il revoite le bras d'Ibuki et il crie le nom de Yukito et le tire dehors. Yukito se réveille et cherche Jingi du regard mais il n'est pas là avec lui. D'autre part, Jingi se réveille dans sa chambre funéraire et fait une peur bleue à Momoko qui entre juste dans la pièce pour servir des boissons à son âme. Quand le vieux maire entre dans la pièce, il tombe sur ses fesses, surpris que Jingi soit vivant et respire. Le vieil homme perd la tête et commence à crier sur les portraits de son ami Makoto, disant qu'il a vu un fantôme de Jingi, une vision incroyable, pendant que Jingi prend la boisson de Momoko et s'exclame qu'il se sent à nouveau vivant. Pendant ce temps, Imbera continue de vérifier si Yukito est bien, disant qu'elle ne sera pas surprise tant qu'elle n'aura pas vérifié le moindre détail de lui, avec une attention méticuleuse. Yukito remercie ses amis d'être restés avec lui tout ce temps. Kurama et Ibukui semblent s'être réconciliés et Ibukui lui demande de solliciter son aide et ils pourront se battre ensemble si l'enfer se déchaîne à nouveau sur eux. Le lendemain matin, le maire tire Jingi hors de la maison, le pressant d'expliquer sa survie à ses amis. Dès qu'ils le voient, ils se précipitent mou pour le serrer fort dans leurs bras, incapables de retenir leurs larmes de soulagement, une scène émouvante. Leurs émotions se transforment rapidement en réprimande pour avoir causé une telle détresse. Ces retrouvailles sincères apportent à chacun un sentiment de clôture et de joie, marquant un nouveau départ pour leur communauté. La vie reprend progressivement son cours normal sur l'île d'Ayaka. Ibuki prend en charge la première île, montrant des signes de maturité grâce à l'influence de Kurama. Il adopte les anciennes méthodes de son défunt maître, démontrant un sens renouvelé des responsabilités, une évolution notable de son caractère. La vue de Yukito dans son nouvel uniforme excite tout le monde, symbolisant son nouveau départ. Jingi, cependant, montre peu d'intérêt pour les célébrations, retournant à son habitude de boire et de profiter de la vie à sa manière insouciante comme à son habitude. Au fil des jours, l'île prospère dans sa routine paisible. Yatori prend la décision sincère de rester sur l'île d'Ayaka de façon permanente, s'engageant dans une vie dans l'endroit qu'il considère désormais comme son foyer, un choix de cœur. L'île tranquille, autrefois perturbée par le chaos et l'incertitude, baigne maintenant dans l'harmonie. La communauté se reconstruit avec résilience, embrassant à la fois le passé et le futur. L'île d'Ayaka est un symbole d'espoir et de renouveau, un lieu où la vie continue, renforcée par les épreuves que les gens ont endurées ensemble.